Alors, merci, un grand merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui donc pour ce premier webinaire de formation sur les pesticides donc pour le mouvement FNE. On a essayé de faire quelque chose d'assez large pour tout public, débutant à expert. Notre objectif, c'est d'outiller le mouvement, de le faire monter en compétences et de lui donner des clés de compréhension sur les pollutions par les pesticides, à quoi ils servent, quels sont leurs impacts, quelles sont les règles qui encadrent leur utilisation, leur commercialisation et quelles alternatives pour s'en passer. Aujourd'hui, on va plutôt parler des bases un peu générales sur les pesticides, avec donc des notions d'historique, des définitions, quel type de pesticides existent, quels sont leurs risques, quels sont leurs impacts et combien il nous coûte à nous, la société. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Le 14 octobre, on va un peu plus approfondir les aspects réglementaires donc sur le paysage institutionnel, les processus d'autorisation, de mise sur le marché, le cadre européen, le cadre français qui encadre l'utilisation des pesticides. Et enfin, le 25 novembre, on aura un troisième webinaire qui présentera plutôt des solutions, des alternatives aux pesticides et des contributions du mouvement FNE pour diminuer l'utilisation de pesticides en France. Vous avez le déroulé de tout là, c'est le programme du webinaire de ce matin. On va d'abord se poser sur des définitions, un historique, du vocabulaire, quelques mots sur la réglementation pour partir tous des mêmes bases. Ensuite, on va passer à une séquence sur l'utilisation des pesticides et les différents types de pesticides qui existent avec un focus sur les néonicotinoïdes. Ensuite, on aura une grosse partie sur l'impact des pesticides, les risques, les coûts et ça me permettra de lancer un appel à intérêt puisqu'on cherche des bénévoles, des gens, des associations du mouvement qui souhaitent s'investir sur la question des pesticides, spécifiquement dans les captages d'eau potable. Puisque donc nous, au niveau national, FNE au niveau national, on a décidé de se pencher sur la question des pesticides via cet angle eau potable. Et donc aujourd'hui, on cherche des personnes qui seraient motivées, pas forcément expertes, mais motivées pour aller rencontrer localement sur leur territoire les acteurs qui peuvent faire la différence. Et donc voilà, j'en reparlerai dans la diapo sur l'eau potable, mais ce sera l'occasion voilà, de vous manifester notre intérêt pour des personnes qui souhaitent s'investir elles aussi sur cette question-là. Et enfin, on conclura sur le fait que produire assez sans pesticides, c'est possible avec quelques éléments, quelques pistes. Mais cette question-là, on va bien sûr l'approfondir dans le webinaire 3. Alors passons à la première séquence et je vais laisser la parole à Sandrine. Voilà, donc par revenir sur la définition des pesticides. Toujours bien voilà, d'en reparler. Donc en fait, le terme pesticide, c'est un test qu'on peut prendre sous sa déclinaison anglaise. On en retient, donc là j'ai retenu la définition de l'OMS qui définit en fait on détruit, on repousse les parasites ou tout est indésirable pour nous. Voilà, donc je reprends donc en fait voilà là retenir que l'utilisation qu'on va voir après des pesticides, bien rappeler qu'en fait on les utilise largement autour de nous. Souvent on pense à l'agriculture, mais on en a dans les espaces publics, les habitations. La notion de pesticide est utilisée aussi pour des actions de dératisation et aussi pour tout ce qui est l'entretien de nos voies de circulation. Voilà, donc là, on peut passer à la suivante. Ces différentes utilisations, eh bien, dans chacun de ces domaines-là que je viens de citer, eh bien, on va retrouver des actions spécifiques et donc des classes de pesticides assez spécifiques. Là, j'ai retenu les plus utilisés, mais il y en a d'autres. Donc, les fongicides, les insecticides, les molluscicides, les rodenticides, les herbicides. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours la terminaison cide pour comprendre ce qui est, ce qui est tué. On peut passer à la suivante.
Voilà. Et de là, on voulait faire un petit historique de l'utilisation des pesticides. Alors, on lutte contre ce qu'on considère être des nuisibles pour nous depuis presque toujours. Hein. Déjà, à l'Antiquité, il y avait l'utilisation de minerais comme l'arsenic ou le soufre. On a aussi utilisé des plantes, hein, surtout contre les animaux qu'on voyait, parce qu'à l'époque, on était surtout sur du visible aussi, donc contre les rats, les coléoptères. Et puis petit à petit, bien sûr, on a développé de plus en plus de pesticides différents. Et puis on a adapté, hein, comme le sulfate de cuivre, qui a été beaucoup utilisé comme fongicide avec la carie du blé, qui a évolué après vers la bouillie bordelaise, hein, qu'on connaît bien. Et il ne faut pas penser que parce que c'est lointain, c'était forcément moins dangereux, parce qu'on a utilisé des sels de mercure et aussi des sels d'arsenic comme insecticides et aussi comme fongicides. Hein. Donc eux, ça fait un moment quand même qu'on les utilise plus. Et puis petit à petit, avec l'arrivée de la chimie organique, eh bien, on a eu de nouveaux pesticides. Donc là, par rapport à l'historique, j'ai pointé quelques-uns qui sont notables parce qu'en fait, plus le temps passe, plus on a énormément de molécules. Hein. Mais voilà, pour montrer qu'il y a eu, donc, vous voyez, en 1930, on a eu le HCH, hein, ou le Lindan, qui était un insecticide organochloré, qui lui a fini par être interdit. Vous l'avez un petit peu plus haut en 1990. Ça vous permet aussi de voir le pas de temps qu'on peut avoir, c'est pas toujours pareil, entre l'apparition d'un pesticide et sa suppression. Il y a aussi le DDT, hein, dont vous avez dû beaucoup entendre parler, hein, qui est aussi un organochloré. Lui, il a bénéficié, on va dire, des études, hein, pendant des développements suite à la guerre, pendant la guerre. Et le DDT, en fait, sa formule chimique a évolué, c'est un défoliant, et a évolué vers des défoliants. Qui ont fini, donc l'association du 2,4-D, du 2,4,5-T, ont fini par donner l'agent orange aussi. Hein. Donc vous voyez, tout ça, c'est des recherches qui se sont faites à ce moment-là et qui sont allées très très rapidement. Mais le DDT, lui, il a été utilisé moins longtemps que le HCH. En 73, déjà, il était interdit. Et voilà, et l'impact négatif sur la santé des pesticides, hein, bon, ça fait longtemps quand même aussi qu'on le connaît. Là, on a marqué la date de 1962 qui nous paraît être un déclenchement, vraiment un point assez notable avec le livre de Rachel Carson, de Printemps silencieux, où elle dénonce justement la disparition des insectes. Voilà, et on en est toujours un petit peu là, hein, de toute manière. Donc, plus on avance dans le temps, plus on a de nouvelles molécules qui apparaissent, que ce soit pour... donc là, j'ai ciblé surtout fongicides, herbicides et insecticides qui sont les plus utilisés. Avec des améliorations, on pourrait dire, à notre époque, en fait, où on va voir arriver des biocontrôles, voilà, qui sont des produits où on considère qu'on utilise des molécules qui vont être moins toxiques pour la santé. On va le voir un peu après. Là, on peut passer à la suivante, Anna. Voilà, donc là, on va un petit peu plus précisément en fait sur cette notion de pesticides. En fait, on va avoir maintenant, c'est des termes qui sont bien décrits en fait dans des directives. Hein, vous voyez, on vous les a mises. Et en fait, sous la déclinaison pesticides, on va parler de produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire donc pour protéger les végétaux, et des biocides. Ça va être tout le reste. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport aux produits phytopharmaceutiques, on est sur une nomenclature de soins, c'est-à-dire que le terme, c'est soigner les plantes, alors que pour les biocides, on est sur un terme qui est de tuer la vie. Voilà, donc on a quand même travaillé le vocabulaire, hein, vous pouvez voir. Donc voilà, donc pour les biocides, c'est ce qui est écrit, c'est les 4 bulles que vous avez. Hein, donc c'est dans les définitions de désinfecter, antiparasitaire. Donc on va retrouver les produits vétérinaires, tout ce qui sert à protéger donc les produits manufacturés comme le bois par exemple, et puis nos denrées alimentaires aussi. Voilà. Et
pour ces deux catégories, eh bien, on peut avoir les mêmes principes actifs. Ces principes actifs, ils peuvent être issus d'une synthèse chimique ou alors avoir une origine naturelle. Et on peut également avoir les mêmes principes actifs qui peuvent être utilisés à la fois comme produits phytopharmaceutiques ou comme biocides. Mais comme ce n'est pas la même réglementation, ils ne vont pas forcément être utilisés de la même manière, voire certains produits peuvent être interdits comme produits phytopharmaceutiques, mais utilisés, autorisés comme biocides. Donc là maintenant, je vais un peu plus me focaliser avec le petit graphique là, voilà, que Anna grossit. On va le passer à la diapo suivante, qui provient, je les trouve assez bien fait, il provient du site internet de la DRAF Occitanie, voilà, qui permet de cibler un peu plus là sur la protection des plantes. Parce que c'est voilà, c'est là où voilà, ça se complique un petit peu parce qu'il y a de plus en plus de déclinaisons. Alors, il se lit d'abord en colonne où il y a les produits sans AMM. Alors, en fait, ce n'est pas réellement des produits, mais ce sont plutôt des méthodes où on voit barrière physique, utiliser des macro-organismes. Alors, AMM, ça va? Oui. Oui. Alors, Autorisation de mise sur AMM, le c'est marché. pour autorisation de mise sur le marché. Alors voilà, donc il y a les produits donc dits sans AMM qui sont plutôt qui sont pas des produits au sens un liquide dans un bidon, mais plutôt des méthodes. Les produits phytopharmaceutiques avec AMM, donc c'est-à-dire autorisation de mise sur le marché, donc c'est un dossier qui doit subir une étude et être autorisé ou pas à la fin, et des préparations naturelles dites peu préoccupantes, comme notamment je vous ai mis la petite photo là du purin d'ortie. Voilà, qui sont quand même, on va quand même retrouver on va quand même les retrouver dans des réglementations, les définitions sont indiquées, mais là, il n'y a pas non plus de dossier d'AMM. Pour les AMM, donc je reviens dans le tableau, dans la colonne du milieu, pour les produits avec AMM, la partie bleue concerne des produits qui vont avoir des substances qui sont d'origine non naturelle, synthétique, ce qui, in fine, va avoir un impact quand même peut-être plus important sur notre santé, entre autres, et puis le milieu. Et puis, il y a donc les produits qui sont autorisés en agriculture biologique et les produits de biocontrôle. Ils bénéficient quand même d'une AMM, mais ce n'est pas la même voie d'étude. Et voilà, et pour les produits de biocontrôle, notamment, c'est un processus qui est allégé par rapport aux autres. Là, on a aussi essayé d'indiquer pour que vous puissiez vous y retrouver par rapport aux différents termes qu'on peut utiliser. Il y a aussi celui des produits à faible risque que vous pouvez rencontrer. En fait, ces produits à faible risque, ils vont surtout porter sur les produits autorisés en agriculture biologique et les produits de biocontrôle. En fait, ce sont forcément des produits qui nécessitent une AMM, mais comme ils sont à faible risque, on se retrouve voilà, dans cette catégorie-là. Voilà, on peut passer à la suite. Merci beaucoup Sandrine. Donc je prends le relais pour parler très rapidement de la réglementation qui diffère selon qu'on est un particulier ou un professionnel, donc une personne du secteur privé. Donc les professionnels du secteur privé, il y a bien sûr les agriculteurs, mais pas que, donc les collectivités, les agents de collectivité, les professionnels du paysage. Pour pouvoir utiliser les pesticides avec AMM, toute la globalité qu'on vient de voir, ils ont besoin d'un certificat individuel pour pouvoir acheter et utiliser les produits. Ça s'appelle le certifito. Et donc, ils le renouvellent de façon régulière et ça permet de donner quelques gages de, a priori, une utilisation correcte des produits, voilà, pour encadrer un petit peu ça, parce qu'on n'est quand même pas sur des produits anodins comme on va l'aborder tout à l'heure. La grosse majorité des ventes pour le secteur privé donc, sont pour des usages agricoles et on a environ 5% des ventes qui sont pour des usages non agricoles. Pour les particuliers, c'est un peu différent puisqu'on a une loi qui est rentrée, qui a complètement été mise en application le 1er janvier 2019, qui permet donc à vous et moi donc d'utiliser certains pesticides, donc les pesticides de biocontrôle, les produits de biocontrôle, les produits utilisables en agriculture biologique, les substances de base et les produits à base de substances à faible risque. Donc, seules ces catégories-là peuvent être achetées et utilisées par les particuliers, donc depuis la loi Labbé.
On passe maintenant avec l'exemple du glyphosate pour un petit peu se mettre d'accord sur le vocabulaire. Donc là, on est sur un produit qui a besoin d'une autorisation de mise sur le marché avec une substance d'origine non naturelle, donc une substance de synthèse. Donc vous voyez là sur le côté, donc il y a glyphosate plus et Roundup, là les bouteilles qu'on voit, ça ce sont les produits. Donc les spécialités commerciales qui sont composées d'une ou plusieurs matières actives. Donc ce qui est écrit là dans le carré d'en dessous, substance active. Donc là c'est le glyphosate. C'est cette substance-là qui a un effet insecticide, herbicide, etc. Donc c'est l'effet qui est recherché. Les produits sont évalués au niveau français, donc c'est la France qui donne son accord pour la commercialisation des produits. Les substances actives, elles, sont évaluées et autorisées au niveau européen. Donc voilà, c'est la petite subtilité. Un produit composé donc d'une ou plusieurs substances actives et un ou plusieurs coformulants et adjuvants. Donc ça peut être des huiles, ça peut être des sels, voilà, c'est très large. Et ce sont donc des substances qui permettent de renforcer l'efficacité de la substance active, qui sont parfois essentielles pour que la substance active fonctionne. Renforce ses propriétés physiques, donc de pénétration dans la plante, chimiques, biologiques, permettent une action optimale de la substance active. Pour autant, ils ne sont pas intégrés dans les évaluations qui sont faites pour les autorisations de mise sur le marché, ces fameuses AMM. Donc, c'est-à-dire que seules les substances actives isolées sont évaluées par les industriels avec des méthodos qu'ils construisent eux-mêmes. Et donc, c'est un petit peu voilà, une grosse faille quand même de la réglementation aujourd'hui, puisqu'une substance active seule ou une substance active avec des coformulants ou des adjuvants, ça peut n'avoir rien à voir en termes d'impact, d'effet, de risque, de toxicité. Donc voilà une des failles de la réglementation. Et enfin, le dernier aspect que je voulais aborder, donc c'est les métabolites. Les métabolites, c'est la dégradation du produit dans l'environnement. Donc, c'est des molécules filles, souvent issues de la substance active. Et donc, par exemple, le glyphosate, lui, en contact de l'eau, du sol, de l'air, il va se dégrader en plusieurs métabolites tels que l'AMPA, l'acide phosphonique ou l'acide acétique. Alors, ben, merci beaucoup pour votre écoute sur cette première séquence. On va passer à la deuxième séquence sur à quoi servent donc les pesticides en France. Donc là, on va se pencher sur les pesticides utilisés en agriculture et en élevage. On est vraiment sur cette partie-là dans ce webinaire. Donc les pesticides sont utilisés de plusieurs façons et ils ont différentes actions. Ils peuvent donc imprégner la plante, rester à sa surface, enrober les semences. Ils peuvent être utilisés de façon préventive, de façon curative. Ils peuvent être appliqués de différentes manières, donc en enrobage de graines ou via de l'aspersion des feuilles, par exemple. Et ils peuvent avoir différentes façons d'atteindre leur cible et de tuer donc les espèces, donc par inhalation, par contact, par exemple. Sur ce graphique, on voit donc qu'en 2022, on a vendu 68 000 tonnes de pesticides en France, toutes catégories confondues. On voit qu'une grosse moitié de ces pesticides, une petite moitié, pardon, de ces pesticides sont des herbicides. 43%, et l'autre grosse moitié se compose donc de fongicides et bactéricides à 41%, et ensuite viennent les insecticides à 11%, et puis d'autres usages. Je laisse Sandrine continuer sur le traitement de semences. On va faire un petit focus donc sur ce type d'application, ce type de pesticide. Oui, là, j'ai choisi quelques focus. Le traitement de semences, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. On pense souvent aux produits qu'on passe dans les champs. Donc, le traitement de semences, ça consiste à enrober une graine avec un pesticide qui va avoir donc une action à différents niveaux, en fait. Il va agir sur les insectes. On va voir, c'est surtout dans le sol
pathogènes de la graine, les nématodes et aussi les oiseaux, tout ce qui peut affecter la graine. Au niveau des oiseaux, pour les oiseaux, je disais qu'actuellement, ce sont vraiment des répulsifs. J'ai bien cherché là-dessus. Ça les tue pas, c'est vraiment, ça les, quand ils tombent sur la graine, ils ne la mangent pas. Et donc, ce traitement de semences, il a 3 actions tout au long de la croissance de la plante. Il y a le fait de protéger le développement de la plantule et la plante de maladies, mais qui seraient transmises par la graine, qui auraient été sol. Et il y a aussi une action pour stimuler la croissance. Donc, vraiment, on est sur une protection. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans ce que je dis, la protection aussi qui pourrait être avant de semer, hein, quand on fait aussi du traitement de semences. Donc, en fait, c'est vraiment, pour l'agriculteur, on pourrait dire, ça protège la graine et la plante tout au long de sa croissance. On va passer à la suivante, parce que bon, on est quand même sur un produit chimique, un pesticide qui enrobe la graine. Voilà, alors là, j'ai voulu vous parler un petit peu de la diffusion de ce pesticide dans le milieu. Si j'ai choisi les chiffres des néonicotinoïdes, bon, on n'a pas les chiffres des autres, mais que, en fait, la majorité des applications des néonicotinoïdes se font de toute manière en semences, donc ça donne déjà, c'est fiable à mon avis, de la dispersion de ces traitements de semences dans le milieu. C'est-à-dire environ 2% qui va quand même passer dans l'air, c'est au moment où ils sont semés, de 5 à 20% dans la plante et 80 à 96% qui part dans le sol. Et donc ensuite, qu'on va retrouver dans l'eau. Là, on peut passer à la suivante. Voilà. Alors, là, maintenant, comme je viens de vous parler des néonicotinoïdes, je vais recibler un peu plus sur les néonicotinoïdes, puisqu'on voit là, je pense, globalement, voilà comment se passe le traitement de semences. Le néonicotinoïde, comme son nom l'indique, hein, il va cibler les récepteurs. C'est donc un insecticide. Voilà, si tu peux avancer, Anna. Les néonicotinoïdes, c'est un insecticide à l'heure actuelle qui est toujours le plus utilisé dans le monde. Et pour une petite indication facile sur sa toxicité, on considère qu'il est 7000 fois plus toxique pour les insectes que le DDT. Alors, pour sa diffusion dans le milieu, pour aller voir un petit peu plus loin, c'est un super produit. Vous allez voir, il est à la fois très rémanent et il est facilement lessivé. Il a donc une perte qu'on dit diphasique, c'est-à-dire il va pouvoir passer rapidement dans le milieu, mais il y a aussi une phase plus lente qui fait qu'il reste aussi dans le milieu et il se diffuse lentement. Donc, grosso modo, on va pouvoir le retrouver assez facilement dans tous les milieux. Que ça va être à partir du moment où il est mis dans le milieu, on va pouvoir le retrouver rapidement dans le milieu, dans les eaux de surface ou souterraines, mais aussi, il va avoir aussi une diffusion progressive lente pendant assez longtemps. Voilà. Alors, à la suivante, oui. Alors, la suivante c'est pour vous montrer donc les résultats rapides d'une étude c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est des scientifiques qui vont essayer de synthétiser plein de travaux différents de chercheurs sur les néonicotinoïdes. Et là, vous avez un graphique qui présente l'impact sur des catégories de la faune, des microbes jusqu'aux mammifères, avec une petite cible qui va vous indiquer quels sont les principaux milieux où ces classes d'animaux vont être contaminés et à quel point. Par exemple, le papillon, qui représente les insectes pollinisateurs, eh bien, ça ne va pas vous surprendre ce que je dis, ils sont principalement contaminés sur la plante, c'est la partie verte, et dans l'air, c'est la partie grisée. Et les petits ronds en dessous indiquent que ça touche les individus, les populations, et ils n'ont pas eu d'informations dans les études sur l'impact sur les communautés.
Voilà. Donc ça permet de voir que bah, effectivement la faune globale en fait hein, est touchée par les néonicotinoïdes et pas uniquement les insectes. Alors à la suivante, c'est pour vous indiquer, parce que vous l'avez... Ah oui, non, il y avait celle-là avant, pardon. C'est aussi pour indiquer cette utilisation. J'ai trouvé que ce graphique était intéressant. Alors, il est en anglais parce qu'il vient aussi d'une publication dans une revue à comité de lecture. Eux, ils ont étudié donc différentes classes d'insecticides. Vous avez la classe Other qui correspond aux autres. Là, on a un peu de tout. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, entre 97 et 2010, eh bien, tous les insecticides ont diminué dans les proportions d'achat, sauf les néonicotinoïdes et la catégorie autres, qui, eux, ont continué à augmenter. C'est aussi pour vous montrer à quel point ils sont utilisés dans le monde. Maintenant, vous avez peut-être entendu que en Europe, depuis, c'est la diapo suivante, en Europe, depuis 2018, les néonicotinoïdes sont interdits, hein. Ils étaient utilisés depuis 90. Depuis au moins 2013, leur dangerosité, notamment sur les insectes, était déjà dénoncée. Donc, il a fallu un petit peu de temps quand même pour arriver à cette interdiction. Mais si tu peux voilà, avancer, Anna, il y a des dérogations, hein. En 2021, il y a eu la première dérogation pour la culture de betteraves sucrières. Et puis, ils sont toujours autorisés comme biocides, hein. L'imidaclopride, c'est le principe actif que vous allez retrouver sur des colliers que vous pouvez mettre à vos chiens et chats. Et en fait, c'était le principe actif du gaucho. Voilà, donc là, c'est un parfait exemple pour montrer que selon la réglementation biocide ou produits phytosanitaires, eh bien, on peut avoir des produits interdits ou autorisés. Voilà, donc là, on peut passer à la suivante. Voilà. Là, c'était le deuxième petit focus que je voulais faire par rapport à l'élevage. Qui utilisent, parce que c'est vrai on parle beaucoup de produits phytosanitaires, parce qu'on le voit, c'est vrai que bon, il y en a, voilà, l'impact sur le milieu est important en termes de quantité, de passage, mais l'élevage utilise aussi beaucoup de pesticides. Voilà, et donc, voilà, donc là, vous avez des tableaux qui viennent de l'Association interprofessionnelle d'études du médicament vétérinaire. J'ai pas trouvé plus récent que 2017. Mais ça vous permet d'avoir une petite idée par rapport à l'utilisation. On voit que les animaux de compagnie et la nourriture pour les animaux de compagnie en concerne quand même aussi beaucoup, et pas que les animaux de rente. Et vous avez le petit diagramme à droite qui vous permet de voir en fait les principaux produits qui sont utilisés pour l'élevage. Dans les lactones, on va trouver notamment l'ivermectine, qui est vraiment un insecticide qui est très très utilisé dans le milieu de l'élevage et qui a des impacts, notamment en montagne, très importants sur la faune du sol et les insectes. Ils sont utilisés alors comme antiparasitaires pour les animaux, mais ils sont aussi beaucoup utilisés pour désinfecter les lieux d'élevage. Et donc je prends le relais pour la suivante. Maintenant qu'on a vu un petit peu les usages des pesticides, on va parler un petit peu des quantités, de pesticides et des indicateurs. Ici, là, sur ce graphique, on voit, l'évolution des quantités de substances actives vendues, par type d'usage. Donc les données sont disponibles à l'échelle départementale. Au niveau européen, la France est le deuxième pays d'Europe après l'Espagne le plus consommateur des pesticides, avec 20% des achats de pesticides. Et la France fait partie des pays de l'Union européenne qui voient son volume de vente de pesticides le plus augmenter. Donc rapporté à la surface, c'est 3,7 kilos de pesticides par hectare qui ont été consommés en France en 2018. Ce qui fait de la France le pays au 8e rang européen des pays consommant le plus de pesticides. En 2021, par rapport à 2009, la vente de pesticides en France a augmenté de 12%. Donc ça ne va pas dans le sens des efforts et des politiques qu'on s'est donnés, puisqu'en 2008, on a lancé le plan Ecophyto qui visait à diminuer de 50% l'utilisation de pesticides en 10 ans. Cet objectif n'ayant pas été atteint et les ventes augmentant également,
En 2015, on a fait un nouvel éco-phyto avec un objectif intermédiaire de 25%, moins 25% en 2020. Et on a intégré en 2018 l'objectif de sortie du glyphosate qui avait été annoncé par le président. Donc aujourd'hui, la France voilà, continue d'utiliser du glyphosate. Il a été réautorisé au niveau européen et les ventes de pesticides augmentent légèrement. Voilà, selon les périodes de référence qu'on prend, ça peut être plus ou moins fort, mais voilà, donc 68 000 tonnes vendues en 2022 contre un peu plus de 60 000 tonnes en 2009. Donc là, on va parler de l'indicateur NODU. Parce que donc pour parler de l'utilisation de pesticides, on peut utiliser différents critères. On peut parler de la dose, on peut parler de la surface, on peut parler du nombre de passages, ce que fait par exemple l'IFT, l'indice de fréquence de traitement. Le NODU, lui, c'est un indicateur qui suit l'évolution de l'usage des pesticides depuis le début d'Ecofito et qui correspond à un nombre de traitements moyen appliqué annuellement sur l'ensemble des cultures à l'échelle nationale. Donc une augmentation de l'utilisation des pesticides de 14% en 2018-2020 par rapport à 2009-2011. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est des moyennes triennales qui permettent de lisser un petit peu le NODU, puisqu'il y a des années très pluvieuses, par exemple, où on va utiliser plus de fongicides, voilà, ce qui permet un peu de gommer ces disparités entre années. Mais voilà, un chiffre à retenir, c'est plus 3% d'utilisation de pesticides entre 2011 et 2021. Ce NODU, il existe aussi NODU CMR, donc on va voir juste après ce que c'est que les pesticides CMR. Le NODU glyphosate aussi est disponible et il est également calculé par type d'usage, fongicide, herbicide, insecticide. Donc là, c'est un indicateur, donc le NODU, qui est l'indicateur historique de suivi de l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, il est remplacé par un nouvel indicateur qui s'appelle le HRI1 pour Harmonized Risk Indicator for Pesticides. C'est un indicateur qui est utilisé par tous les pays de l'Union européenne pour le rapportage de l'évolution de l'utilisation des pesticides par les différents pays, puisqu'il y a une directive qui date de 2009, donc au niveau européen, qui vise à cadrer un petit peu, à encadrer l'utilisation des pesticides par les différents pays, ce qui a amené aussi la France à avoir le plan Ecofito. Ce HRI1, il correspond à la somme des quantités de substances actives vendues en année N, ces quantités étant pondérées par un coefficient. Donc là, vous voyez sur le tableau de droite, il y a 4 groupes dans ce HRI1. Il y a donc le premier groupe qui sont les substances à faible risque, qui a un facteur de pondération de 1. En France, on a 7 substances qui sont à faible risque et qui sont donc concernées par cette pondération-là. La deuxième classe, c'est un peu la classe entre guillemets fourre-tout. C'est les substances qui ne sont dans aucune catégorie spécifique, donc elles sont pondérées d'un facteur 8. La troisième catégorie, c'est les substances dont on envisage la substitution, donc les substances les plus dangereuses, les substances CMR, qui elles sont donc, on va voir tout à l'heure ce que c'est que les substances CMR pour cancérigènes, toxiques pour la reproduction et mutagènes, pardon. Donc la dernière catégorie, c'est les substances qui sont interdites. Alors ce HRI1 aujourd'hui, il a été adopté par la France comme indicateur de suivi du plan Ecofito. On a vu tout à l'heure qu'entre 2011 et 2021, le NODU montrait une augmentation de 3% de l'utilisation des pesticides. Avec le HRI1, on en est à moins 32%. Donc ça illustre bien le fait que selon ce qu'on regarde et comment on le regarde, on va aboutir à des résultats qui sont très différents. Les principales limites de ce HRI1, donc de coefficients 1, 8, 16, 64 qui sont basés sur aucun fondement scientifique. Elles ont été déterminées de façon tout à fait aléatoire. Également, une substance qui est par exemple dans la catégorie 2, donc qui ne relève pas des autres catégories,
qui vient à être interdite 10 ans plus tard, qui passe dans la catégorie 4, eh bien, toutes les années où elle a été utilisée, cette substance, eh ben, on va changer la pondération. Donc, on va multiplier les quantités de substances actives qui ont été utilisées par 64 de façon rétroactive. Donc, on verra une augmentation importante du HRI1 via cette opération-là, et du coup une diminution artificielle, puisque ces substances donc, qui sont interdites, qui arrêtent d'être utilisées, vont faire diminuer le poids du HRI. Voilà, je rentre pas forcément beaucoup plus dans les détails, mais on pourra y revenir à la fin de la discussion. On va passer maintenant à l'utilisation des différentes filières. Donc on voit il y a des grosses différences. Les grandes cultures utilisent 70% des pesticides vendus en France, la vigne 14%, les fourrages 7%, les légumes et les fleurs 4% et les fruits 5%. Donc ça c'est en termes de quantité. Néanmoins, quand on regarde les surfaces, on voit que les grandes cultures représentent à peu près la moitié de la surface agricole utile en France en 2020, donc pour 70% de l'utilisation des pesticides. Et la vigne est un très bon exemple, puisque 0,03% de notre surface agricole est plantée en vigne. Pour autant, voilà, il y a quand même cette filière utilise 14% des pesticides en France. Les fourrages, autre exemple un peu différent, donc qui représente 7% de l'utilisation des pesticides, représente 47% de la surface agricole française. Donc c'est une filière qui consomme très peu, une culture qui consomme très peu de pesticides. Il y a et donc aussi ce tableau-là pour vous montrer que donc les 10 cultures les plus traitées en France, donc la pomme est bonne première, donc avec 30 à 35 passages. Donc là, on est sur l'indice de fréquence de traitement. C'est le nombre de fois où on va passer dans la culture pour la traiter avec un pesticide. Et donc la pomme fait partie des cultures les plus traitées. Donc, on a vu des différences par type de culture. On voit qu'il y a aussi une grosse différence selon les zones géographiques. C'est assez marquant quand on voit cette carte qui représente l'IFT, donc l'indice de fréquence de traitement moyen à l'échelle de la commune. On voit que le nord, le bassin parisien, une partie du sud-ouest et une partie du sud-est sont des zones qui sont plus exposées aux pesticides. Ça recoupe aussi donc les zones de culture, les zones de grande culture, les zones de vignes, comme on l'a vu juste après, les zones vertes étant plutôt des zones fourragères, des alpages, donc qui utilisent beaucoup moins de pesticides. Et sur ces deux cartes-là, qui sont issues de la présentation du secrétariat général à la planification écologique, on voit donc sur la carte du milieu les substances CMR, donc on va approfondir ce point juste après, qui montre en fait que les substances donc CMR les plus dangereuses sont utilisées majoritairement dans le nord, dans l'est parisien, dans le sud de la région parisienne vers Orléans, une petite partie également du sud-ouest et le sud-est. Et on voit sur la carte de droite les zones où on utilise le plus de pesticides autorisés en bio ou des produits de biocontrôle. Et donc on voit que ça recoupe aussi en partie les zones de culture, donc avec une grosse proportion, notamment dans le sud-est et également dans le sud-ouest. Enfin, les exploitations agricoles sont pas toutes logées à la même enseigne. On a identifié 3 groupes. On s'est basé sur une étude de la Fondation pour la Nature et l'Homme et du BASIC qui date de 2021, qui ont identifié donc 3 groupes. Un groupe d'exploitation qui utilise le plus de pesticides. Ce groupe-là, il est en augmentation. Le nombre d'exploitations augmente. La surface agricole augmente et la consommation de pesticides augmente. Donc c'est un groupe qui est en croissance et qui utilise 1,5 fois plus de pesticides à l'hectare. Donc si on rapporte ça à l'hectare, on voit qu'il y a quand même, malgré le fait que les surfaces augmentent, il y a quand même une plus grosse consommation de pesticides à l'hectare. Ça représente 7% de la surface française.
pour 21% des pesticides utilisés. Le deuxième groupe d'exploitation, c'est les exploitations les moins utilisatrices de pesticides. Donc ce groupe-là, il est en légère baisse. Donc on a moins 6% d'exploitation dans cette catégorie. On a une surface agricole qui augmente un petit peu, 11%, et une consommation de pesticides qui est stable. Ce groupe-là, les moins utilisatrices de pesticides, ils représentent 34% du nombre d'exploitations en France. Ils utilisent 2 fois moins de pesticides par hectare que la quantité moyenne. Ils représentent 31% de la surface agricole et 10% des pesticides utilisés. Et enfin, on a un groupe d'exploitation intermédiaire qui est un petit peu entre les deux, qui représente une grosse moitié du nombre d'exploitations. Par contre, dans ce groupe-là, le nombre d'exploitations baisse beaucoup. On a perdu 14% d'exploitation. Ce groupe-là représente 62% de la surface française pour 69% des pesticides utilisés. Donc voilà, ça vous permet de montrer qu'il y a quand même de très grosses disparités selon les types d'exploitation. On va pas rentrer beaucoup plus dans le détail à ce Mhm. stade aujourd'hui. Et on va pouvoir passer à la troisième séquence sur les risques et les impacts des pesticides. L'objectif là de cette séquence, c'est de mettre en lumière les connaissances Ouais. avérées sur le lien entre pesticides, pathologies humaines, effondrement de la biodiversité. Il y a aussi des liens potentiels, hein, on le distinguera bien. Et également montrer les problèmes que posent les pesticides qu'on a commencé à aborder, donc les problèmes de rémanence, de toxicité, de pollution et ce que ça nous coûte. Et je vais passer la parole à Sandrine pour la suite. Voilà, pour vous dire, bien que avec ce qu'on vous a dit, ça va pas vous surprendre, qu'en fait, là, les pesticides, eh bien, on les retrouve dans tous les milieux. Donc le sol, l'eau, l'air, mais il faut aussi penser aux sédiments et aux biotopes, c'est-à-dire qu'on le retrouve hein, dans les plantes, dans les animaux, voilà, on en a de partout. Vous avez un graphique, un extrait hein, de l'Atlas des pesticides en bas à gauche qui illustre ça aussi très bien. C'est-à-dire que eux, ils ont étudié les impacts dans l'environnement, mais depuis leur fabrication. C'est-à-dire que déjà, la fabrication va avoir un impact sur le milieu, hein, notamment avec des impacts directement sur le changement climatique avec des émissions de CO2. Il y a l'utilisation, ce dont on parle, et puis il y a les déchets aussi. Donc à chaque étape, on va en retrouver dans le milieu. Et puis, je voulais faire focus sur le milieu aquatique et surtout ramener ça au cycle de l'eau. En fait, de par ce fameux cycle de l'eau qu'on connaît tous plus ou moins bien, eh bien, les pesticides se trouvent véhiculés en fait dans tous les milieux aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que parce qu'on habite en montagne dans une zone reculée, on n'aura pas de pesticides, parce qu'on va avoir des retombées de pluie. Il y a les vents qui vont amener. Alors les vents peuvent amener des pesticides sous forme voilà, de volatiles aériennes, mais on va aussi les avoir, ils vont aussi retomber sous forme de gouttelettes d'eau. De ce fait, on va aussi retrouver des pesticides dans les nappes phréatiques qui sont censés être encore le milieu où on trouve de l'eau la plus pure. Et donc, in fine, aussi dans notre eau du robinet. Hein. Voilà, il faut vraiment voir maintenant on a des pesticides qui sont présents vraiment de partout et dans la mer, évidemment. Voilà, donc on peut passer à la suivante. C'est Et toi, donc, Anna. je reprends la main. On a évoqué plusieurs fois cette notion de substance CMR. Donc, CMR pour cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Donc, certains pesticides sont classés CMR. Ce sont les plus dangereux. Euh, et donc, quand on parle donc cancérogènes, ce sont des substances et des mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence. Mutagène, c'est la production de défauts génétiques héréditaires ou l'augmentation de cette fréquence. Et enfin, toxique pour la reproduction, c'est l'augmentation de la fréquence ou la production d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou alors qui peut porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives. En France, on a vendu 10 000 tonnes de substances actives classées CMR en 2022.
Voilà, donc ils sont quand même assez utilisés, notamment, enfin c'est pas que notamment, ils sont utilisés donc par l'agriculture conventionnelle puisque bien sûr ils se sont pas, autorisés en agriculture biologique. On a sur les 231 substances autorisées, en conventionnel, on en a 71 qui sont classées CMR et qui représentent 28 des ventes de l'agriculture conventionnelle. À contrario, en bio, on a donc dans cette étude, 2 substances ont été classées CMR, mais le classement n'est pas validé ni officiel, mais c'est des substances qui posent des problèmes, différents types de problèmes. Donc l'étude dont sont extraits là, les graphiques, donc étude de génération future, a classé 2 substances en bio potentiellement classées CMR. Elles le seront peut-être un jour, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça représente 0,06% des ventes, donc c'est une part très très faible. Donc on voit que quand même ces substances sont très 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 largement utilisées par l'agriculture dite conventionnelle. Voilà. Donc ces substances CMR sont classées ensuite en 3 catégories, 1A, 1B, 2, selon le fait que leur potentiel est avéré, supposé, suspecté. Donc il y a quand même 3 niveaux de toxicité, en tout cas de ce qu'on en sait, à date sur la toxicité de ces substances. Donc encore une fois, c'est les substances prises indépendamment de tous les adjuvants, coformulants et cetera qui composent, le produit. Je vais sur cette, diapositive vous parler de la rémanence. Donc la rémanence, c'est la capacité, d'une molécule à rester, longtemps dans le milieu, à ne pas se dégrader. On voit ici sur ce graphique, les 15 substances, les 15 pesticides ou métabolites les plus retrouvés dans les eaux souterraines en France, métropolitaine, en France hexagonale sur la période 2019-2021 et on voit que, parmi ces substances, il y en a un certain nombre qui sont interdites depuis 2003, 2004, 2010, 2017, 2021 selon les substances. Et donc là, on est dans les eaux souterraines, donc les substances prennent plus ou moins de temps pour rejoindre la nappe. Donc c'est des substances qu'on va continuer à trouver encore longtemps dans l'eau, dans les milieux, même des décennies après leur interdiction. Autre, enjeu, les effets cocktails et là je repasse la parole à Sandrine. Voilà, effet cocktail, parce que vous avez vu, hein, il y a plein de classes de pesticides différents, et même dans une classe, on va trouver des molécules différentes aussi. Et voilà. Et donc, la notion d'effet cocktail est à prendre en compte. Alors, elle n'est pas très bien. Comment dire, il y a des études, mais qui portent vraiment sur des choses très spécifiques et c'est difficile en fait à évaluer largement sur le milieu, mais la notion est quand même connue. Là, je vous ai mis la définition qu'on trouve voilà, sur un site internet qui est tenu par une scientifique, une universitaire. Donc voilà, donc c'est vraiment le fait de considérer qu'un mélange de substances chimiques va avoir un impact qui n'est pas forcément celui de la toxicité individuelle la plus forte de chaque molécule. Alors, à la page suivante, c'est pour vous permettre de voir les différents types d'effets qui ont déjà été mesurés en général, hein, pas que pour les pesticides. On a l'addition, donc ça c'est assez simple, hein, voilà, le résultat, c'est l'ajout de la toxicité de 2 produits quand il y en a 2. La synergie, c'est que 2 produits en présence vont avoir un effet toxique bien largement supérieur à la somme des 2. Potentialisation, c'est lorsqu'un produit en présence d'une substance neutre va avoir un effet toxique encore plus élevé. Et antagoniste, on aimerait bien en avoir assez souvent, mais ça a l'air d'être relativement rare, ça. C'est lorsque 2 produits toxiques en présence vont avoir un effet amenuis, enfin dire la présence de 2 produits va avoir un effet plus faible. Voilà. Voilà. Et donc, ce que dit cette scientifique, c'est que la plupart du temps, on est plutôt sur des cas de synergie, hein, quand il y a des produits chimiques en présence.
Et donc, je vous parle de ça parce que, donc c'est à la diapo suivante, j'ai fait une étude en Ariège et dans une partie du Lauragais où j'ai analysé en fait la présence de produits phytopharmaceutiques dans les eaux de surface. Donc, c'est des données qui sont libres de droit qu'on trouve sur le site de l'Agence de l'eau. Et là, je vous présente le résultat pour voyez un petit peu voilà, l'idée. Je vous présente un résultat sur un petit cours d'eau d'Ariège, 10 km, qui va de sa source jusqu'à son embouchure dans l'Ariège. Voilà, on peut voir sur la carte, sur la partie droite, là, les quelques affluents qui ont été indiqués. Et donc, le graphique qui est à la gauche, qui est à gauche, eh bien, vous avez c'est des diagrammes en bâton, empilés par substance. Donc, en abscisse, vous allez avoir les mois. Donc, en fait, ça va du mois de mars 2016 jusqu'au mois de novembre 2021. Et pour chaque mois, vous avez, donc là c'est un nombre de détections, hein, ce n'est pas une concentration, on peut travailler aussi sur les concentrations, mais vous avez le nombre de fois où un paramètre a été mesuré. Donc à chaque fois, c'est qu'une fois, c'est un petit cours d'eau, hein, j'ai d'autres graphiques où pour chaque couleur, on a des hauteurs beaucoup plus hautes, mais c'est surtout pour vous montrer, rien que déjà là, cette petite échelle, le nombre de produits différents, de substances différentes qui peuvent être mesurées certains mois. Hein, ça peut être 9 ou bien plus, des fois on dépasse la dizaine, voire la 20, 9, 10, 11, voilà. Enfin, ça dépasse très souvent les 9 produits différents. Et ça, pour moi, c'est déjà une manière d'évaluer, alors pas forcément l'effet cocktail, parce qu'on ne sait pas quel impact réellement ça a sur le milieu, mais de se dire que comment dire, la notion de cocktail, en tout cas, on l'a bien. Et là, ce ne sont que des produits phytosanitaires. C'est-à-dire que là, on est dans une zone de coteaux agricoles, donc il y a de la grande culture et également de l'élevage. Donc, il n'y a pas les biocides, il n'y a pas les différents produits chimiques qui peuvent venir des habitations ou autres. Hein. Donc, ça ne peut être que plus élevé encore que ce qu'on observe ici. Et alors, à la diapo suivante, c'est pour vous montrer que ce type de graphique, je l'ai fait aussi à une autre échelle. Donc là, c'est sur l'ensemble de l'Ariège. Donc, chaque bâton représente aussi un mois. Il y a au total, là, j'ai étudié les données sur une vingtaine d'années. Hein, donc, on avait 53 pesticides différents sur l'Ariège. Dans le Lauragais, c'était 2 fois plus, une zone qui est petite. Et donc là, on ne peut pas parler, comme c'est l'ensemble des cours d'eau d'Ariège qui ont été mesurés, hein, il n'y en a pas tant que ça, on ne peut pas parler vraiment de cocktail dans l'eau parce que c'est des cours d'eau différents, mais on peut extrapoler et se dire qu'on n'est quand même pas loin aussi d'avoir une image de ce qui va se retrouver en aérien. Voilà, alors il y a même avec les traitements de semences, on voit qu'il y a toujours une partie qui passe en aérien. Donc, ça donne quand même aussi une idée de ce qu'on va retrouver globalement dans le milieu, sachant que de toute manière, même si c'est pris dans des cours d'eau différents, ils se rassemblent, ils finissent au final dans la Garonne, tous. Voilà, donc il y a ça. Et puis, ça permet aussi de voir que les mesures de pesticides sont couplées. Alors, on le voit moins sur celle-ci que la précédente, mais on voit bien l'activité agricole. Hein, contrairement à un article qui est sorti dans Reporter dernièrement, moi, dans mes données, je vois bien qu'on a plus de pesticides et les concentrations sont plus fortes en automne, au printemps, et c'est vraiment lié à l'activité agricole. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci beaucoup Sandrine. Et donc là, on va aborder l'aspect donc santé humaine. Selon l'Institut de veille sanitaire, 100% de la population française porte des traces de pesticides, même à des doses très faibles. Donc voilà, comme on a pu le voir et comme on va continuer à le voir, ils ont contaminé tous les milieux dont nous. Donc l'INSERM, qui est un institut public, a compilé en 2021 plus de 5300 documents, donc dans le cadre d'une expertise collective, et a fait des recherches complémentaires. Et donc les résultats qui ont été produits lors de cette étude sont très parlants. Donc on voit que les agriculteurs sont quand même en première ligne en termes d'impact sur la santé. Plusieurs maladies liées à l'exposition des pesticides sont aujourd'hui indemnisées, donc elles sont reconnues comme maladies du travail. C'est les maladies avec la petite étoile
étoile rouge. Donc le cancer de la prostate, le myélome multiple, les bronchites et tout ce qui est donc respiratoire, des troubles cognitifs également, la maladie de Parkinson, le lymphome non-hodgkinien, les leucémies, donc les cancers du sang. Donc voilà, les agriculteurs sont en première ligne et également donc les enfants qui sont exposés pendant la grossesse. Donc c'est un stade très important auquel voilà on peut avoir de gros impacts sur notre santé, donc notamment avec des leucémies, des tumeurs, etc. Et donc pour nous toutes et tous, on a des liens qui sont moins forts. Donc vous voyez en gris et en bleu clair, c'est les pathologies avec des présomptions moyennes à faibles. Donc, mis à part le cancer de la prostate aux Antilles, donc, qui est dû au chlordécone, qui est un insecticide qui a été utilisé pendant plusieurs décennies dans les bananeraies, notamment de Guadeloupe. Et ben voilà, ça a contaminé durablement les milieux, donc toutes les personnes sont exposées. Donc on sait dire aujourd'hui que les cancers de la prostate aux Antilles sont directement liés à cette molécule-là. Et on a du mal à faire des liens forts pour les autres pathologies. Donc, une des voies d'exposition aux pesticides, c'est l'eau. Donc, Sandrine l'a évoqué, l'eau potable, donc l'eau du robinet, mais comme on va le voir, l'eau en bouteille également, puisque l'eau en bouteille est quand même tirée du milieu. Un des gros impacts de la pollution pesticides, c'est la fermeture des captages, puisqu'on a des normes réglementaires à ne pas dépasser pour la distribution d'eau potable. Et il y a des captages qui sont tellement pollués qu'on n'arrive plus à mettre en œuvre certaines solutions, donc que ce soit des traitements de l'eau ou des dilutions, donc mélanger des eaux différentes pour réussir à ne pas dépasser les normes réglementaires. Et donc la première cause de fermeture de captage pour des raisons de dégradation de la qualité de l'eau, c'est la teneur excessive en nitrates et en pesticides. Donc ça commence à poser pas mal de soucis, notamment pour des communes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en œuvre des traitements très coûteux. Et donc dans ce contexte-là, nous, on a décidé au niveau national de s'investir sur cette question et donc on recherche des personnes qui souhaiteraient s'investir localement pour porter notre plaidoyer zéro pesticide dans les aires d'alimentation de captage. Notre objectif, c'est d'aller contacter un certain nombre d'acteurs, qu'il s'agisse des DREAL, des services techniques des préfectures et éventuellement d'autres acteurs investis, par exemple les collectivités notamment, les départements, les régions qui peuvent également parfois se saisir de ces questions-là. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de constituer un petit groupe de bénévoles issus du mouvement qu'on accompagnerait dans les démarches. On produirait un kit, on est en train de produire un kit de mobilisation avec des éléments techniques, des éléments factuels sur l'état des pollutions dans différents territoires. Et notre objectif serait donc d'animer ce groupe-là et de lui fournir les éléments dont il a besoin pour construire des solutions locales, discuter avec les acteurs des territoires, à un objectif voilà, qu'on se donne, qui est zéro pesticide dans les aires d'alimentation de captage. On a aujourd'hui environ 15% des habitants de l'Hexagone qui ont été alimentés par de l'eau non conforme, donc qui ont dépassé les valeurs réglementaires pour l'eau potable de façon régulière ou épisodique. Donc il y a des dérogations qui peuvent être données pour pouvoir continuer à délivrer cette eau-là. Sur l'eau en bouteille, puisque l'objectif n'est pas de pousser à la consommation d'eau en bouteille pour les plastiques qu'on peut y trouver dedans. Les dernières études montrent qu'il y aurait des centaines de milliers de plastiques, dont 90% de nanoplastiques, donc qui peuvent aller un peu de façon profonde dans nos tissus, donc ils peuvent quand même nous impacter, dont on ne mesure pas encore l'ampleur aujourd'hui de l'impact. Et également l'eau de source qui est censée être pure, et l'eau minérale également qui est censée dont le traitement est très encadré. On se rend compte aujourd'hui, donc il y a des enquêtes qui commencent à sortir sur des traitements de l'eau illégaux avec des nappes phréatiques polluées, des traitements de l'eau qui
pour des raisons microbiologiques, donc notamment la bactérie Escherichia coli, mais également des traces de pesticides dans l'eau. Donc voilà, malheureusement, l'eau, c'est le premier aliment, on en boit 1 à 3 litres par jour et on est exposé via l'eau aux pesticides. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on veut s'attaquer à cette question. Donc si vous êtes intéressé, merci de me contacter. Vous avez mon adresse mail anna.cohen@fne.asso.fr et je pourrais vous en dire plus. On pourra discuter sur la façon dont on compte travailler ces prochains mois sur la question. Et je vais redonner la parole à Sandrine pour continuer sur les impacts environnementaux. Oui, donc les risques liés à l'utilisation des pesticides. Alors, il y a, là, je vais vous parler des impacts environnementaux qu'on va retrouver. En fait, je vais surtout vous parler là, je suis surtout partie en fait sur des ouvrages qui vont porter à différents niveaux. Donc, il y a des ouvrages scientifiques, hein, il y en a, là, je vous en ai mis quelques-uns, mais en fait, il y en a beaucoup. Qui vont parler des impacts généraux, c'est ceux que vous avez ici, avec notamment avec IO. Il y a Chiavon qui, lui, parle de la pollution de l'eau par les produits phytosanitaires. C'est un petit peu plus ciblé, mais on voit déjà donc, un impact global. Il y a l'appel des scientifiques donc il y a eu 2 appels. Il y a eu celui de 2017 et 20 ans avant, il y en avait eu un autre sur la dégradation de notre environnement et les pesticides ne sont pas oubliés. Voilà, donc il y a le monde, voilà, il y a la communauté scientifique. On a l'ouvrage de Rachel Carlson, peut-être plus grand public et encore. On a avec l'exemple ici de Stéphane Foucard, des journalistes qui, mais toujours pareil, c'est toujours lié à des études scientifiques, qui essayent de sensibiliser un petit peu plus, du coup, tout le monde sur l'impact global des pesticides sur l'environnement. Et puis, je vais vous parler, donc c'est à la diapo suivante, d'impact un petit peu plus ciblé. Parce que là, voilà, c'est pour dire qu'en tout cas, on a des preuves, on va dire, on a des éléments scientifiques pour dire qu'il y a un impact global. On a donc plus ciblé des impacts sur la biodiversité. Alors, il y a 2 publications, il y a quelques années, qui ont bien fait parler d'elles parce que c'était des travaux français avec le Muséum d'histoire naturelle et le CNRS de Chizé qui ont parlé de l'effondrement des oiseaux de par la raréfaction des insectes notamment, et puis la toxicité aussi. Il y a le manque alimentaire, mais il y a aussi le fait qu'ils s'empoisonnent en mangeant des insectes qui ont été nourris aux insecticides. Et puis, il y a aussi des études scientifiques qui portent, comme il y en a une en Allemagne, qui montre qu'il y a eu un déclin de 75% des insectes volants en 27 ans dans les aires protégées d'Allemagne, notamment, ou même peut-être d'Europe, je voudrais voir plus précisément. Donc, il y a des chiffres là qui sont très parlants, et pour toujours insister sur le fait que si on a besoin, il y a des études scientifiques qui attestent bien du lien, en tout cas, entre pesticides, surtout insecticides, et perte de biodiversité. Ça passe effectivement en premier lieu par les insectes, mais pas que. Là, ce sont des chiffres qui sont fournis par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Alors là, ce sont des chiffres qui portent principalement sur le déclin de la biodiversité. Ils ne ciblent pas spécifiquement les pesticides, mais moi j'ai gardé ceux dans ils ont une infographie qui est très bien faite. Moi j'ai ciblé là pour vous montrer ceux où justement on peut incriminer l'agriculture par rapport aux oiseaux communs des milieux agricoles, par rapport à la faune du sol. Les insectes, les papillons, on vous dit qu'il y a 66% des espèces de papillons qui ont disparu dans au moins un département. Il y a des chiffres qui sont quand même parlants, comme moins 43% de chauves-souris qui ont déclin de chauves-souris depuis 2006, c'est quand même pas beaucoup. Voilà, donc on a, si on veut communiquer, je ne vais pas tous vous les lire, vous les avez sous les yeux, mais si on veut communiquer, on a quand même des chiffres qui sont tout à fait valables, qui montrent bien que c'est pas rien ce qu'on dit et qu'il y a réellement, on a réellement un déclin.
Et vous avez donc des études qui vont cibler un peu plus les pesticides. Il y a notamment aussi voilà, une étude INRAE qu'on cite aussi, qui est plus axée aussi sur l'impact des pesticides. Je vous ai mis un petit encart en lien avec ça parce que je trouve que c'est parlant et ça fait un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'ivermectine. Ça vient d'un rapport qui a été publié par un syndicat apicole dans les Pyrénées-Orientales, où voilà, donc une étude de 98 qui mettait en lien la dégradation des bousses de vache avec l'utilisation d'ivermectine. Et en temps normal, il faut 80 jours pour qu'une bouse de vache se dégrade. Et en présence d'ivermectine, on passe à 340 jours. Voilà. Voilà, parce que bien sûr, on n'a plus de coprophage pour les dégrader. Voilà, donc rien que ça, c'est déjà assez parlant sur l'impact. Voilà, est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il te plaît? Voilà, et je cible encore un petit peu plus maintenant sur les organismes, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, les impacts sur la faune et la flore peuvent être directs ou indirects. Alors, par les effets directs, ça va être des effets qui vont entraîner ça peut être donc des effets aigus, des maladies, ça peut aller jusqu'à la mort de l'individu. Mais dans l'effet direct, il y a également l'exposition chronique qui va pouvoir aussi entraîner la mort à un moment donné, mais aussi se transmettre entre générations. Là, on parle d'épigénétique. Ça a été notamment étudié. Il y a une étude là-dessus pour le glyphosate qui atteste qu'il y a des effets épigénétiques. Et puis, donc, les effets indirects, là, c'est parce que l'utilisation de ces produits va entraîner une réduction des ressources alimentaires, c'est ce qu'on voit notamment avec les oiseaux insectivores, et aussi une altération, la suppression des habitats avec une utilisation massive, par exemple, d'herbicides. Et bien rappeler que dans ce cas d'effet indirect, entre autres, le milieu marin est très concerné aussi, justement. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci Sandrine. Je prends la suite. Donc, on va parler des eaux de surface. Donc, on a déjà vu déjà de quelle façon les pesticides peuvent rejoindre ces milieux. Aujourd'hui, on a 92% des points de surveillance de la qualité de l'eau qui font état de la présence d'au moins un pesticide. Les rares bassins dans lesquels on ne trouve pas de pesticides se concentrant dans les zones montagneuses ou dans les zones où l'activité agricole est moins intensive en intrants. Et on voit que les cours d'eau les plus concernés sont dans la moitié nord du pays, avec des situations très dégradées, notamment dans le nord de la France et dans un axe bassin parisien, un petit peu de Bretagne et de Pays de la Loire. Donc voilà voilà, c'est donc cette carte-là montre l'indice des pressions toxiques cumulées, l'IPTC, et quand cet indice dépasse 1, c'est qu'il y a un mélange fort de pesticides dans un échantillon d'eau, et sur la période 2018-2020, près d'une station sur 2 dépasse ce niveau 1 à l'échelle donc de l'Hexagone. Pour les eaux souterraines, on voit donc en 2010 à gauche et en 2018 à droite la concentration moyenne des pesticides, et donc on voit que sur un pas de temps assez court et plutôt récent, on a une grosse augmentation de pesticides. Aujourd'hui, on a 80% des masses d'eau qui sont contaminées par au moins un pesticide, et sur les 300 substances qu'on retrouve dans les eaux souterraines, 40% sont aujourd'hui interdites. Donc d'où donc ça rejoint le problème de rémanence qu'on a évoqué tout à l'heure, et le fait que les molécules mettent du temps, plus ou moins de temps selon les situations hydrogéologiques, mais elles mettent du temps à rejoindre les eaux souterraines, et donc on peut les retrouver même des décennies après l'interdiction de l'utilisation. Sur les pesticides dans l'air, alors c'est un sujet qui est moins documenté. Pourtant, c'est un vecteur de diffusion majeur des pesticides, puisqu'ils se retrouvent dans l'air au moment ou après le traitement des cultures. 25 à 75% des pesticides, donc vous voyez la fourchette est assez grande encore, des pesticides seraient transférés vers l'atmosphère, seront air parif.
Donc ça a lieu soit par dérive, donc au moment des pulvérisations avec la dispersion des gouttelettes dans l'air, soit par volatilisation, donc après application à partir des sols et des plantes traitées. Donc on a une évaporation des pesticides qui sont contenus dans les sols et dans les plantes. Et enfin, une troisième voie est l'érosion des sols qui, sous l'action du vent, peuvent remettre en suspension des particules, dont des pesticides. Ce milieu, l'air, c'est aujourd'hui un oublié de la surveillance et de la réglementation. Il y a très peu d'études, il n'y a pas de plan de surveillance national, il n'y a pas de valeur toxicologique de référence, c'est-à-dire un seuil au-delà duquel, il y aurait un plan, de déclencher ou il y aurait un impact sanitaire avéré sur la population. Aujourd'hui, ça, on ne l'a pas encore et donc il n'y a pas, d'information. Le public n'est pas informé, il n'y a pas d'indice, d'exposition aux pesticides aujourd'hui. On va parler un petit peu de finances, d'argent puisque, donc on a une politique agricole, commune, qui est environ de 9 milliards d'euros par an, pour la France. Ces 9 milliards là ne sont pas fléchés, totalement sur, des actions, visant à diminuer l'utilisation de pesticides ou à améliorer les pratiques pour préserver, les ressources, et les milieux. Hem, aujourd'hui, on a 23 milliards au total qui sont, dépensés en France pour l'agriculture. Sur ces 23 milliards, on en a 11 qui sont fléchés directement pour réduire l'utilisation de pesticides. Ça représente 2,7 milliards. Donc il y a une partie en effet de l'argent de la PAC. Donc 79 de ces 2,7 milliards sont les paiements verts de la PAC. Il y a des subventions, des aides fiscales, il y a les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, dont l'efficacité est très hétérogène, très difficile à évaluer, mais qui semblent néanmoins avoir des effets positifs sur les pratiques agricoles, même si elles n'induisent pas forcément des changements de système, puisque, comme on va le voir dans la conclusion, pour pouvoir se passer de pesticides, il faut réussir à combiner, différentes solutions et donc à repenser totalement les systèmes agricoles. On a une partie de ces 2,7 milliards qui sont issus du plan Écophyto et on a également des financements qui sont dédiés à la recherche et à l'éducation. D'après l'étude de la FNH et du BASIC de 2021, moins de 1%, sur ces 23 milliards ont des conséquences avérées sur la réduction de l'usage des pesticides, ce qui représente 220 millions d'euros. Et donc les aides et les outils les plus efficaces sont donc les subventions et les aides fiscales à l'agriculture biologique, et les mesures agro-environnementales et climatiques. Alors, concernant le soutien à l'agriculture biologique, malheureusement, on a perdu l'aide au maintien, qui est une aide européenne qui permettait aux agriculteurs bio de bénéficier d'un soutien financier de par les pratiques qu'ils mettaient en œuvre, qui préservent la biodiversité et la santé de façon globale. Aujourd'hui, cette aide-là n'est plus déployée en France. Donc, il y a un besoin urgent de soutenir ce type d'agriculture et de aussi repenser, tous les circuits de commercialisation puisqu'il faut que derrière les produits puissent être vendus et achetés, que les personnes aient aussi les moyens de pouvoir, s'alimenter, avec des bons produits. Quand on regarde à l'échelle de l'Union européenne, donc on voit que les bénéfices du secteur se chiffrent à 0,9 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Union européenne, donc des fabricants de pesticides aux revendeurs, locaux. Quand on se penche sur les coûts, on voit que 2,3 milliards sont au niveau de l'Union européenne, sont directement attribuables aux pesticides, donc les réductions de TVA, les subventions aux fabricants, le traitement des maladies professionnelles, le traitement de l'eau potable qui représente 1,3 milliard d'euros. On a 105 milliards qui sont en partie attribuables aux pesticides, donc le soutien public à l'agriculture qui permet de maintenir en vie et de prolonger des systèmes agricoles qui sont aujourd'hui très impactants et néfastes. Pas tous, bien sûr, hein, on parle d'un certain type d'agriculture très consommateur en pesticides. On a environ 10 milliards qui sont fléchés sur des mesures de protection de la biodiversité, des plans nationaux, des plans de sauvegarde, etc. On a 38 milliards de traitement de maladies de la population générale, donc
là, on est sur des coûts en partie attribuables aux pesticides, donc il y a certains cancers, donc parfois le lien n'est pas toujours simple à faire avec l'exposition aux pesticides, certaines maladies, les perturbateurs endocriniens, voilà. Et enfin, on a le troisième cercle, c'est des coûts sociétaux qu'on peut pas estimer aujourd'hui, donc les pertes de vie humaines, les coûts de la recherche, les différents plans d'action, l'atteinte aux services écosystémiques, à la nature, à la biodiversité dont nous faisons partie et dont nous avons besoin pour continuer à produire notre alimentation et puis pour continuer à vivre dans un environnement sain et vivable. Et donc cette dernière diapo pour conclure sur le fait qu'il est possible aujourd'hui de se passer de pesticides. On parle ici de pesticides de synthèse. On sait aujourd'hui qu'il y a une combinaison de pratiques qui permettent en fait de faire revenir de la biodiversité sur les parcelles et de casser le cycle des ravageurs, des maladies, des bactéries. Donc certaines d'entre elles sont listées ici. Donc le couvert permanent, le fait d'avoir toujours un sol couvert qui permet d'améliorer la qualité du sol, la vie du sol, et donc d'avoir en fait des plantes qui poussent sur des sols en bonne santé, qui leur donnent ensuite des outils pour se défendre face aux maladies. Le fait d'avoir des rotations longues et des diversifications, donc sur une même parcelle, de ne pas voir revenir 2 ou 3 ans plus tard la même culture. Je prends l'exemple par exemple de la betterave sucrière qui fait face à la maladie, la jaunisse, une maladie très impactante et les betteraviers donc demandent des dérogations sur les néonicotinoïdes en France concernent cette filière. Il y a des études de l'INRAE et d'autres qui montrent que quand on laisse 7-8 ans entre le moment où on a planté la betterave sucrière et le moment où on la replante, et ben on permet de limiter cette maladie, donc la jaunisse, et également avec des mesures qu'on appelle donc de prophylaxie, c'est-à-dire le fait d'éliminer sur le champ, par exemple, des cultures qui sont contaminées ou des restes, des sous-produits des cultures qui seraient contaminés et qui pourraient en fait contaminer les cultures des années suivantes. Euh, on a également aussi le fait qu'on gaspille pas mal d'aliments en France. Donc, on a vu 8,7 millions de tonnes qui ont été d'aliments qui ont été jetés à la poubelle en France. Donc, on a aussi une voie d'amélioration là-dessus pour en fait permettre des pratiques agricoles moins intensives aussi, moins intensives en intrants notamment. On a également le levier de la consommation de viande, l'idée n'étant pas du tout de dire qu'il faut arrêter de consommer de la viande, mais on sait que plus on consomme de viande, plus on va avoir besoin de surface agricole pour nourrir les animaux, puis on va induire un certain nombre de pollutions et d'impacts, et donc diminuer notre consommation de produits animaux, excusez-moi, j'ai dit viande, mais on parle bien ici de produits animaux. Euh, donc, ce permettrait de nous permettre de désintensifier aussi notre élevage et notre agriculture pour respecter les cycles naturels, s'appuyer sur eux pour produire, ce que fait l'agroécologie. Et donc, parce que le problème des pesticides, c'est qu'ils détruisent aujourd'hui les processus biologiques dont nous dépendons. Donc, il y a quand même un besoin de faire revenir la biodiversité sur les parcelles agricoles les plus intensives en pesticides. Ça prend du temps. C'est une grosse révolution, mais pas plus grosse que celle de la révolution verte, par exemple, dans les années 60. Donc, il y a besoin, en effet, d'une volonté politique, d'un cap clair, d'un accompagnement technique, financier et d'une participation de toutes et tous avec donc de la pédagogie, et ce jusqu'au consommateur, puisque in fine, c'est lui qui choisit ses aliments, c'est lui qui a les moyens ou pas de se payer certains aliments. Et donc, il y a un besoin aussi d'accompagner jusqu'au consommateur cette révolution agricole qu'il faut qu'on fasse pour donc toutes les raisons qu'on a exposées aujourd'hui, mais également pour des raisons socio-économiques, pour voir revenir des travailleurs et des travailleuses dans les exploitations agricoles, puisqu'on sait que les
surface de pesticides ont besoin de plus de main-d'œuvre et avec des paysans et des paysannes nombreuses qui récupèrent donc des exploitations qui aujourd'hui soit vont à l'agrandissement, puisque aujourd'hui un agriculteur sur 2 part à la retraite d'ici 10 ans. Donc il y a une grosse opportunité de faire quelque chose pour transformer notre agriculture. Et ben merci à toutes et tous pour votre écoute.